Bonjour, c'est Axel Piotet pour un podcast de l'Université de Cergy-Pontoise. Cette année, la fac s'est associée aux archives départementales du Val d'Oise dans le cadre d'une exposition Objectif sport, pratique d'hier à aujourd'hui. Avec moi pour en parler, Samuel Barbotin, étudiant en master de journalisme. Bonjour Axel. Nous allons parler de ces objets visibles à l'exposition et vous raconter à vous, chers auditeurs, leur histoire à travers les témoignages de leurs propriétaires. Une exposition qui est déjà ouverte au public, Samuel. Tout à fait, si vous voulez vous y rendre, c'est aux archives départementales du Val d'Oise et ça se déroule du 28 février au 22 septembre 2024. À quelques centaines de jours des Jeux Olympiques, beaucoup de villes, départements ou régions s'attellent à rendre leur territoire attractif. Le Val d'Oise ne déroge pas à la règle, avec une exposition qui met en valeur l'olympisme du territoire. Pour commencer notre tour d'horizon des donateurs, rien de plus olympique que de se rendre sur une piste d'athlétisme. Samuel, vous êtes allé à la rencontre de Jean-Marie Turgis sur le nouveau terrain d'Aubonne, la ville qui s'apprête à accueillir les athlètes américains. C'est sur la piste d'athlétisme de son enfance que Jean-Marie Turgis nous a amenés. Il nous a fait faire un petit tour du propriétaire de ce stade que le temps commence à ronger. Autour du complexe et autour de la piste, des bâtiments ont poussé comme un hôpital, un tableau bien différent de celui qu'il nous dresse dans ses souvenirs. Eh bien, à l'époque, nous n'avions pas cette belle piste en synthétique. C'était une piste de 333 mètres et non pas de 400 mètres comme on fait maintenant. Il n'y avait que 4 couloirs. Elle était en terre battue. Et quand je courais ici, bien sûr, la piste qui est à 20 mètres de nous, la ligne de chemin de fer qui est à 20 mètres de nous ici à droite, eh bien, nous avions encore des trains à vapeur qui passaient X fois par jour, au moins toutes les 5 à 10 minutes. Puisque ça permettait le transport. Donc ici, nous courions aussi au milieu de la fumée de trains. Plus de trains à vapeur aujourd'hui, mais des souvenirs, et pour ne pas les laisser s'évaporer, le médecin du comité départemental olympique a donné plusieurs objets aux archives. Alors aux archives départementales, j'ai donné un certain nombre de choses, des dossards, parce que j'en ai encore ici d'ailleurs. On gardait très religieusement nos dossards, c'était un peu le symbole de la course. J'ai confié mes chaussures à pointe de l'époque, qui avaient plus de 50 ans, qui me servaient à la fois pour courir sur la piste et qui me servaient aussi pour lancer le javelot, puisque je lançais aussi le javelot. J'ai fait du décathlon et j'ai confié aussi mon javelot de l'époque, un javelot Held qui était le luxe de l'époque et qui ferait bien rigoler nos champions maintenant. Le sport, c'est aussi une question de territoire, Samuel. Il y a des activités spécifiques à certaines régions. Chez moi, en juin, c'est la boule de fort. Mais chez vous, est-ce que vous savez ce que c'est? Ah, c'est la boule bretonne, Axel. Et vous pouvez nous dire en quoi ça consiste? La boule bretonne, c'est un peu un dérivé de la pétanque. Grosso modo, on joue avec des boules beaucoup plus grosses que des boules de pétanque. Il y a un cochonnet qui est mis sur la piste et on a le droit de jouer avec les bordures du terrain, contrairement à la pétanque. Aussi, petite différence par rapport à la pétanque, on joue les pieds tankés. Là, on peut être en mouvement quand on lance la boule bretonne. Ce qui est vraiment beau, vous voyez, Samuel, c'est quand le sport dépasse les frontières. Si on parle de boule bretonne dans ce podcast sur le Val d'Oise, c'est qu'il y a une raison. Et en tant que breton, eh bien, je vous laisse nous dire pourquoi. Nous sommes en 2024 après Jésus-Christ. Tous les clubs de boule bretonne sont en Bretagne. Tous? Non. Un petit club d'irréductibles bretons joue encore et toujours à ce sport. Si je récupère ce phrasé si particulier, c'est parce qu'à Pierrelaye, petite ville du Val d'Oise, se trouve l'un des 2 seuls clubs de boule bretonne d'Île-de-France. Et nous nous y sommes rendus. Un dimanche après-midi, sous la pluie, autant vous dire que le contexte n'était pas favorable. Mais nous devions de répondre à la question qui brûle les lèvres de nos auditeurs. Pourquoi diable existe-t-il un club de boule bretonne à Pierrelaye? La raison est toute simple, et c'est Alain, membre du club, qui nous en parle. Donc il y a un club de boule bretonne parce que il y avait énormément de Bretons avant à Pierrelaye, dans les années 50, même avant, quoi. Donc au fur et à mesure, les gens jouaient d'abord au palais, puis à la boule, sur la route, quoi. À cette époque-là, il n'y avait pas la circulation de maintenant, quoi. Donc, et c'est donc quelqu'un de la mairie qui a dit aux gens, si vous voulez un terrain, on vous donne un terrain vague et puis vous construisez. Donc ils ont construit les installations. Pour compléter Alain, il nous a expliqué hors micro qu'il y a eu à un moment donné dans le XXe siècle une forte migration de paysans bretons à Pierrelaye. C'est comme ça que cette petite communauté s'est installée.
On parlait il y a quelques instants d'émotion et Alain m'en a beaucoup donné et procuré lorsqu'il m'a parlé des boules bretonnes de son père. Je vous laisse écouter son témoignage. Je m'en séparerai jamais, quoi. Donc, comme des objets de famille, hein, c'est pas des reliques parce qu'elles peuvent encore servir. Hein, je pourrais jouer avec encore. Hein, donc, mais bon, c'est quelque chose de précieux pour moi, quoi. Donc, Samuel, est-ce que vous voyez ce que je tiens dans les mains? Un stylo. Et oui, mais pas n'importe quel stylo, Samuel, un stylo Bic. Si je vous dis que ce crayon a été champion olympique de cross-country, est-ce que vous me Pas croyez? du tout. Vous avez raison qu'un stylo n'a jamais remporté de course de vélo, mais Miguel Martinez, si, avec un t-shirt floqué de la célèbre marque. Si je vous en parle, c'est parce que lors de cet exploit d'aller décrocher l'or aux Jeux Olympiques de cross-country en 2000, il était licencié au CSM Persan dans le Val d'Oise. Mais c'est quoi le cyclocross? C'est prendre un vélo de route et puis mettre des pneus avec des crampons pour aller rouler dans les champs, dans la forêt. Voilà, c'est entre le VTT et le vélo de course. C'est une discipline à part entière, aujourd'hui dominée par les Belges et les Pays-Bas. Mais voilà, donc à notre époque, on était le premier club français de cyclocross. C'était vraiment notre spécialité et d'où les résultats qu'on a obtenus. Lionel Fléau, le président du club de cyclisme de Persan, a d'ailleurs couru quelques fois avec Miguel Martinez, comme il le raconte. C'était une expérience un peu difficile pour moi, puisque Martinez est arrivé. La première fois que je l'ai vu, c'était au championnat régional. Et il est arrivé, il avait le dernier dossard. Au premier virage, il passe le virage en tête et il me prend un tour. Du coup, mais il prend un tour à pratiquement tout le monde. Hein. Ils sont 3 dans le même tour, voilà. Et donc là, j'ai vu tout de suite que c'était un autre niveau et qu'il allait devenir un grand coureur. D'ailleurs, le club a donné à l'exposition le maillot de champion du monde de Miguel Martinez, entre autres. On a prêté 2 vélos, donc un vélo de piste de l'époque Bic, donc qui a fait des courses Bic, et on a prêté aussi un vieux vélo que nous avait ramené un licencié là, de 1930, je crois, qui datait. Donc voilà, on a prêté des maillots, donc les maillots Bic de l'époque, d'origine, les maillots de champion du monde qu'on a prêté aussi, et on a prêté 2 ou 3 trophées pour agrémenter l'exposition qui est prévue. Décidément, Bic est partout. Et plus maintenant, Samuel, il ne sponsorise plus l'équipe de Persan depuis quelques années. Mais si des marques nous écoutent et souhaitent être affichées sur les beaux maillots moulants du club, n'hésitez pas. Pour finir en beauté notre tour d'horizon des clubs du Val d'Oise, quoi de mieux que de parler d'un club qui représente la pluridisciplinarité de l'olympisme? Je connais Axel, c'est l'USOB de Beson, c'est juste à côté de chez moi. Ce club omnisport a tout ce que vous voulez. Vous voulez quoi? Aikido? J'ai, Athlétisme? j'ai, Badminton? j'ai, Basketball? j'ai. Bon, on va Ok. pas tous les faire, mais ils ont donc un sacré paquet d'objets à donner, et c'est ce que nous a confié Anthony Charpentier, coordinateur et assistant administratif de l'USOB. Alors nous, on a prêté des affiches dont une particulièrement marquante qui annonçait des combats de catch, qui à l'époque était un sport assez populaire, qui était un peu le MMA de l'époque, si on peut dire ça comme ça. Et donc il faisait des affiches pour annoncer, faire la publicité de ces combats qui avaient lieu du coup sur Beson. Et voilà, c'était quand même une affiche très vintage, quoi, des années 70, mais en très bon état. Après, on a prêté également des coupes et médailles qui avaient un côté bien en bon état, mais on voyait qu'il y avait la petite plaquette avec l'année dessus, etc. Donc pareil, ça avait plusieurs dizaines d'années, hein, ça remonte à plusieurs dizaines d'années. Et puis après, on a prêté des photos qui évoquaient le handisport dans les années 60-70, avec de la course en fauteuil roulant. Après Miguel Martinez, quel autre champion est passé dans le Val d'Oise? Alors oui, nous on a eu un judoka qui s'appelait Luc Rousseau. Si je vous parle de ça, c'est il y a très très longtemps. Et qui a fait des championnats d'Europe.
Vous savez Samuel, au-delà d'être un incubateur de talents, l'USOB c'est aussi un endroit familial où parents et enfants peuvent se réunir une après-midi pour partager une même discipline. Celui qui nous en parle le mieux, c'est Honoré Michel, le secrétaire de l'association. Je suis venu au club quand j'étais jeune papa et on cherchait des sports pour les enfants. Donc mon fils, un de mes fils, Pascal, il avait l'air assez un petit peu, ça bougeait beaucoup, on dit tiens le judo pourquoi pas. C'est là qu'on a découvert le judo. Il a fait toutes les étapes dans le club. Après il a fait des formations. Il a commencé à passer ses katas, il a passé sa ceinture noire et petit à petit il a pris du grade. Moi je me suis fait un petit peu, comme on dit vulgairement, happé par tout ça. Je suis rentré dans le club à peu près j'avais 50 ans. Donc il y a 24 ans. J'ai pratiqué un peu. Après, on m'a dit, dis donc, ça serait bien que tu rentres dans le bureau. Alors j'ai été un petit peu membre. Et puis là, maintenant, ça fait 14 ans que je suis trésorier de la section. Et ça fait 2 ans que je suis secrétaire de l'USOB. Déjà la fin de ce podcast. Merci Axel de m'avoir accompagné et merci à vous de nous avoir écoutés. On espère qu'on vous a donné envie d'aller voir cette exposition qui va se dérouler aux archives départementales du Val d'Oise, je le rappelle, du 28 février au 22 septembre 2024.